Un air devenu irrespirable, des champs et des forêts ravagés par les obus des nappes phréatiques et des rivières contaminées par l'arsenic, le plomb ou le mercure, issus de la dégradation des munitions. La guerre en Ukraine est aussi une catastrophe environnementale. La tactique de la terre brûlée existe depuis l'Antiquité et les guerres industrielles du XXe siècle ont bien sûr franchi un palier dans l'ampleur des destructions. Plus d'un siècle après la Première Guerre mondiale, des dizaines de tonnes d'obus abandonnés libèrent encore aujourd'hui leurs composés chimiques dans les sous-sols de la Somme. Libre-échange. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont, avec Thomas Zerwal, économiste et enseignant-chercheur à l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Lille. Outre le coût humain, une guerre a un coût économique. 411 milliards de dollars, c'est le chiffrage opéré par la Banque mondiale pour la reconstruction de l'Ukraine pour les 10 ans à venir. La guerre a aussi un coût écologique. On pense au premier lieu aux dégâts et aux dommages directs provoqués par les opérations militaires, et ce sur le très long terme parfois, comme à Nagasaki ou Hiroshima. Mais ici, c'est moins sur l'après que sur l'avant que nous allons nous concentrer, en nous interrogeant sur la dimension environnementale de la guerre. C'est sur ces liaisons dangereuses entre guerre et environnement que porte ce nouveau numéro de Libre-Échange. Bonjour Thomas. Bonjour Olivier. Comme je viens de le rappeler, la guerre n'a pas simplement un coût économique, social, humain ou géopolitique, mais encore un coût environnemental. Olivier, vous avez raison. Quand on pense guerre, on ne pense pas environnement. Quand on pense guerre, on pense coût humain, on pense objectif économique ou on pense stratégie militaire. Mais il faut prendre en compte l'environnement quand on pense la guerre. D'ailleurs, le principe 24 de la Conférence des Nations Unies, donc sur l'environnement et le développement, qui a eu lieu à Rio en 1992, nous dit ceci. La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les États doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement selon que de besoin. C'était le principe 24. Le principe 25 stipule ceci. La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables. Mais ces bonnes intentions ne perdent-elles pas toute force sur le terrain militaire ? Alors, tout dépend de la façon dont vous interprétez le chemin qui a été parcouru. Et il faut être très honnête, on part de loin, voire de très très loin. Je pense notamment à la Convention de La Haye donc du 18 octobre 1907, qui va régler ce qui est autorisé ou pas pendant les conflits, et notamment avec une idée importante qui est l'idée de proportionnalité. Oui. Donc la destruction des biens mobiliers et immobilier, sauf en cas d'absolue nécessité, doit être limité pendant une guerre. Ouais. Donc indirectement, l'impact sur l'environnement, la destruction de l'environnement sera limité. Il y a une deuxième idée de cette convention de La Haye qui nous dit aussi que la destruction, j'ouvre les guillemets, à grande échelle sera considérée comme un crime de guerre. Donc là, encore une fois, indirectement, on préserve, si on suit cette règle, on préserve l'environnement. Le mot-clé dans votre raisonnement, c'est indirectement. Mais oui. Est-ce que depuis, des progrès ont été réalisés ? Alors déjà, il y a un premier problème sur cette convention de La Haye, c'est que les mots environnement, les mots nature ou les mots même écologie n'apparaissent pas du tout. Mais il y a quand même eu des progrès. Alors, je pense à la Convention de Genève du 12 août 1949, cette fois. Enfin, si je suis très précis, je pense à un protocole additionnel à la Convention de Genève, et notamment l'article 55 que je vais vous lire. Alors, j'ouvre les guillemets. La guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant de ce fait la santé ou la survie de la population. Alors je viens de vous citer, Olivier, le premier point de l'article 55. S'ensuit un deuxième point, j'ouvre encore une fois les guillemets. Les attaques contre l'environnement naturel à titre de représailles sont interdites. Je referme les guillemets. La terminologie se précise, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que ça marque l'inscription des droits environnementaux dans le droit de la guerre. Alors oui, c'est une bonne nouvelle parce que à la fois dans les réflexions militaires et à la fois dans le droit, il y a des avancées, il y a une réflexion environnementale un peu plus poussée. Maintenant, il y a deux exceptions très connues dans le droit des forces armées qui s'appellent d'un côté le double effet, de l'autre le dernier recours. Alors je vous explique ça. Premièrement, le double effet. Je cite. Considère qu'il est tolérable de causer des dommages aux civils et à l'environnement,
tant qu'ils sont les conséquences non intentionnelles de la poursuite d'un objectif militaire légitime. Ouais. Bon. Le dernier recours, je cite encore, tolère de manière exceptionnelle des actions injustes, si elles permettent de sauver la vie des combattants. Ouais, si je comprends bien, la question environnementale reste conditionnée par la poursuite des objectifs militaires. Si à l'avenir, on veut avoir une meilleure prise en compte de la question environnementale, est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre à mieux mesurer l'impact d'une guerre sur l'environnement ? Olivier, c'est une question vraiment redoutable parce que mesurer, on devrait dire plutôt estimer ou évaluer l'impact d'une guerre sur l'environnement est un exercice vraiment très compliqué. Parce que les impacts sont durables, parce que les impacts sont diffus, diversifiés et indirects. Et pour vous donner un exemple très simple, c'est qu'on ne sait pas encore précisément évaluer les impacts environnementaux de la Première Guerre mondiale. Donc plutôt que de se concentrer sur la séquence guerre et impact environnemental, je vous propose d'étudier la relation guerre et environnement en amont. Donc comment l'environnement est utilisé comme ressource pour faire la guerre, et aussi une séquence de prévision, de prospective, où l'idée serait de comprendre comment le changement climatique complique la vie des armées. C'est un renversement de perspective que vous proposez, Thomas, puisqu'on a tendance à être obnubilé par l'après-guerre. Or, ce que vous proposez, c'est d'angler sur l'avant-guerre. Oui, et je vais peut-être commencer très logiquement sur l'extraction des matières premières. Alors, je vais peut-être vous surprendre, Olivier, mais je vais commencer par une matière première utilisée pour faire la guerre qui est très importante, qui est le bois. Et sur une époque qui est pré-industrielle. Alors, quand on pense bois, guerre, on s'attend à ce que j'explique comment sont fabriqués et utilisés les arcs, les flèches. Je vais plutôt insister sur un aspect un peu plus logistique. Je vais plutôt rappeler que avec le bois, vous pouvez construire des bateaux, ce qui est une arme formidable en temps de guerre. Avec le bois, vous pouvez construire des chariots qui permettent de transporter le matériel. Donc déjà, la maîtrise du bois vous permet d'assurer du transport et de la logistique. Avec le bois aussi, vous pouvez construire des baraquements. Donc vous pouvez loger vos soldats. C'est très important. Donc en fait, quand vous maîtrisez la forêt, vous maîtrisez un avantage décisif pour préparer la guerre. Les problématiques sont les mêmes aujourd'hui, mais on n'est plus dans l'ère pré-industrielle. Alors oui, à partir du milieu du 19e siècle, évidemment, l'utilisation du bois va décliner et on va passer à une utilisation plutôt du charbon, puis du pétrole et du nucléaire. Donc à chaque changement, chaque évolution énergétique, vous avez une guerre qui évolue aussi. Bon. Je peux dire un mot sur le pétrole tout de même, parce que le pétrole, c'est une ressource qui est extrêmement utilisée dans l'armée. Et je peux me concentrer sur un exemple, les armées des États-Unis. Cet exemple n'est pas choisi au hasard, évidemment, où vous avez, et je vérifie ce chiffre, mais plus de 70% du carburant qui est employé par l'armée américaine qui est du pétrole. Ouais. Et je rajoute à cela que vous ne faites pas la guerre sur votre propre territoire, généralement. Donc ce pétrole, il faut bien le déplacer. Et ce pétrole, pour le déplacer puis après le stocker, il faut assurer la sécurité de cette réserve. Donc vous augmentez encore la consommation de carburant et en l'occurrence du pétrole. Oui, dans la perspective qui est la nôtre, en fait, l'environnement devient une matière première indispensable pour espérer gagner la guerre. Alors oui, Olivier, mais on ne va pas réduire l'environnement simplement en tant que ressource naturelle pour préparer la guerre. L'environnement, ça peut être aussi une arme qui va vous servir pendant la guerre, et je pense notamment à la guerre du Vietnam. Je m'explique. Vous avez ce qu'on appelle un usage tactique de la nature. En réalité, pendant la guerre du Vietnam, l'environnement, en l'occurrence la jungle, la nature, permettait de se camoufler, permettait de battre en retraite, permettait de se protéger contre les invasions ennemies. Donc on a une relation, cette fois, environnement et guerre. Et les Américains ont réagi, pour ne pas dire surréagi, en essayant de détruire toute la nature possible pour gagner en visibilité. C'est notamment vraiment l'utilisation du célèbre agent orange, c'est un défoliant, qui était là pour vraiment enlever le plus de jungle possible. Donc on retrouve non plus la relation environnement et guerre, mais la relation guerre et environnement avec l'usage de la destruction de la nature. Ouais, parce qu'on voit que ça devient une question tactique. L'environnement devient un enjeu dans la guerre pour gagner la guerre. Exactement. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le terme d'écocide a été développé. Alors, écocide, rapidement, c'est vous ne vous concentrez pas simplement sur
l'affaiblissement ou la destruction de votre adversaire. Vous vous concentrez aussi sur la destruction de toutes les ressources autour de lui, notamment l'eau, les sols, l'agriculture, les forêts. L'objectif immédiat est celui de remporter la guerre, mais on a le sentiment que cet usage tactique de l'environnement va avoir des conséquences à long terme. Alors Olivier, les conséquences sont de différentes natures selon les guerres, mais il y a un point commun, ce sont les milliers de kilomètres carrés qui sont dévastés, donc la pollution de l'eau, de l'air, des sols. Il y a un impact sur la biodiversité et un impact aussi sur la chaîne alimentaire. Donc un impact sur notre santé à nous toutes et tous, sur ce que nous mangeons, buvons et respirons. Et le problème, Olivier, supplémentaire, c'est que la guerre, via la destruction de l'environnement, va engendrer d'autres guerres. Parce qu'en fait, ça va jouer sur des équilibres qui sont déjà fragiles, et la guerre risque d'entraîner ou de provoquer d'autres guerres. Exactement. Je pense notamment à la pression alimentaire dans le monde, qui a augmenté et qui a encore augmenté en ce début de siècle. Alors, l'insécurité alimentaire était déjà donc élevée, mais elle s'est empirée avec la guerre en Ukraine. Pour mémoire, l'Ukraine et la Russie, c'est 30% de la production de blé et d'orge. Pour mémoire aussi, c'est environ 70% de la production d'huile de tournesol. Ouais. Donc cette guerre en cours a augmenté encore l'insécurité alimentaire et va pousser de nombreux pays à des tensions, voire à des guerres futures. En fait, il faut bien s'imaginer qu'on pourrait être, dans le futur, dans un futur proche, face à un nouveau printemps arabe, mais qui intégrerait cette fois des dizaines et des dizaines de pays en même temps. Ouais. Il y a une autre pression qui est intéressante à comprendre, c'est la pression de l'urbanisation et de ce qu'on appelle aussi l'urbanisation de la guerre. Je m'explique. Vous prenez un pays qui a une ressource naturelle abondante et vous imaginez que cette ressource naturelle abondante est très utile pour faire la guerre. Bon, a priori, théoriquement, sur le papier, c'est une bonne chose, c'est un atout. Mais la pression, l'exploitation de cette ressource va augmenter fortement, polluer. La pression démographique va se modifier. Vous allez avoir une pression sur le secteur agricole qui va augmenter fortement, un exode rural, et c'est là que les problèmes commencent. L'exode rural va favoriser énormément de populations déplacées vers des villes qui sont déjà en tension sur les services publics et va créer beaucoup de chômage, des tensions et des potentielles guerres futures. Donc, on passe d'un atout sur le papier à une malédiction. D'ailleurs, certains auteurs avancent un chiffre que je me permets de reprendre à mon tour. Des auteurs ont identifié que certains pays qui posséderaient des ressources naturelles abondantes seraient 9 fois plus victimes de conflits armés sur leur territoire que des pays qui ne possèdent pas de ressources naturelles. Et Olivier, il y a un dernier exemple, un dernier impact, c'est la création des nouvelles voies maritimes, donc les nouvelles routes maritimes arctiques. Donc le changement climatique va provoquer la fonte des glaces. Et vous avez une ouverture qui est de plus en plus grande pour emprunter ces routes. En 2007, on n'avait que quelques jours d'ouverture. Aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs mois d'ouverture. En 2007, vous n'aviez que quelques navires. Aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs milliers de navires qui peuvent emprunter ces voies. Et évidemment, parce que ça va plus vite, pour distribuer du fret de la Chine à l'Europe. Le problème, c'est que ça provoque des tensions géopolitiques, parce que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer nous dit qu'un pays peut exploiter les ressources marines et sous-marines jusqu'à 200 miles marins au maximum de ses côtes, c'est-à-dire environ 370 km. Et la Russie va très vite réagir dès 2007 et à considérer ces routes comme son propre territoire, ce que évidemment va contester le Danemark et le Canada. Thomas, vous avez évoqué 3 types de pressions qui sont liées à des sujets écologiques. J'en déduis que l'environnement peut favoriser d'autres guerres et on est face à un paradoxe, c'est que trop de ressources vont provoquer une guerre et des ressources ou un environnement détruit risque de provoquer également une guerre. Oui, et un environnement dégradé et un changement climatique qui s'accentue vont aussi provoquer une autre conséquence, qui est la difficulté de réaliser son travail pour l'armée sur le terrain. Alors, je vais m'appuyer simplement sur l'exemple des États-Unis. Vous avez un exemple qui est très connu. Vous vous souvenez certainement de l'ouragan Katrina donc en 2005. Cet ouragan avait ravagé une base navale donc qui se situait dans le Mississippi
et qui avait nécessité plusieurs milliards de dollars pour la réparation. Donc ça a été vraiment un choc psychologique qui a augmenté considérablement aux États-Unis la réflexion entre le lien guerre et environnement. Au-delà du choc conjoncturel, Thomas, quel a été l'impact sur la stratégie militaire américaine ? Alors vous avez une réflexion qui a évolué aux États-Unis, notamment à cause de la montée des eaux due au changement climatique. Vous avez des infrastructures militaires qui sont basées simplement quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Je pense à 2 bases en particulier. L'une qui est dans l'océan Indien, la base américaine qui est située sur l'île de Diego Garcia, qui était très importante pendant la guerre froide et qui est toujours très importante vis-à-vis de la montée de la puissance chinoise. Et vous avez une deuxième base qui est dans l'océan Pacifique, la base de Guam, qui a eu un rôle très important aussi contre le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, il n'y a pas que la montée des eaux qui inquiète les États-Unis. Et quels sont ces autres sujets d'inquiétude ? Alors, nous avons fait un précédent podcast sur les eaux, la problématique des eaux souterraines. Là, j'aimerais qu'on parle un peu plus des eaux de surface. D'accord ? Un premier exemple, le changement climatique va provoquer la fonte des glaces, d'accord ? Ce qui joue sur la salinité de l'eau, les eaux de surface, et qui va compliquer fortement la navigation des sous-marins, notamment due à la stabilité et à la flottaison des sous-marins. Un deuxième exemple peut-être, Olivier, c'est cette fois sur l'acidité de l'eau, qui est provoquée par le dioxyde de carbone, qui complique aussi le fonctionnement des sonars des sous-marins. C'est une arme redoutable, les sonars des sous-marins, quand on fait la guerre. Et si j'élargis encore le champ entre changement climatique et conflit armé, je peux aussi citer la hausse des températures. Alors la hausse des températures, ça complique vraiment le travail des soldats, ça les complique encore plus quand vous êtes sur un paquebot en pleine mer. Ça veut dire que ça ralentit votre rythme de travail, ça ralentit le décollage, l'atterrissage des avions, par exemple. Je peux citer aussi les vents violents, les tempêtes, qui vont aussi compliquer le travail des soldats et qui jouent notamment sur la résistance des armes que vous possédez. Thomas, on ne peut pas terminer cet épisode sans évoquer la situation actuelle en Ukraine. On peut se demander si la guerre actuelle peut représenter une opportunité vers un modèle plus sobre, plus vertueux au niveau écologique. Alors c'est tout le sens de la notion d'écologie de guerre qui a été développée par Pierre Charbonnier. On sera toutes et tous perdants si on n'intègre pas l'environnement dans les stratégies militaires. Bon, il faudrait reconsidérer l'environnement et la guerre comme un tout qui se fonderait l'un sur l'autre. D'accord ? J'invite d'ailleurs tous les auditeurs à lire la revue Green qui est parue en 2022 sur le sujet, qui est intitulée, j'ouvre les guillemets, « Écologie de guerre, un nouveau paradigme ». Alors maintenant, pour répondre plus directement à votre question, je dirais qu'on est de nouveau à la croisée des chemins. Un premier chemin, c'est celui du renoncement, ou en tout cas du ralentissement de la transition énergétique. On a malheureusement des exemples récents comme l'Allemagne, qui va repousser la fermeture de certaines centrales à charbon. On a l'Allemagne aussi qui va signer un accord avec le Qatar pour du GNL. Je pense notamment aussi à la Roumanie, qui va relancer certaines centrales, ou encore à la Pologne, qui, elle, va augmenter sa production de charbon. Mais il y a un second chemin qui est au contraire d'accélérer la transition écologique. Et vous, Thomas, quel est le chemin qui vous paraît le plus crédible ? Olivier, je ne vais pas utiliser de chiffres pour une fois pour répondre à votre question, mais plutôt développer 2 notions. La première notion est la notion de sobriété, et la deuxième notion est la notion de capacité. D'accord, allons-y. Olivier, vous vous rappelez certainement que par souci de sobriété, les gouvernements nous ont demandé à toutes et tous de faire des efforts, notamment l'hiver, sur notre consommation de chauffage. Ouais. Vous vous souvenez aussi de la mode col roulé de certains de nos dirigeants. Bon, l'idée était quoi ? Était de dire on transforme la société civile en armée civile, en fait. Et pour paraphraser Marx, en nouvelle armée de réserve écologique. Ça, c'est pour la sobriété. La capacité, c'est encore autre chose. La notion de capacité, Olivier, a été développée par l'économiste indien Amartya Sen, qui était notamment prix Nobel d'économie, et qui vient rappeler une différence importante. Il y a une différence importante entre ce que vous désirez faire dans la vie et votre capacité à transformer votre désir en réalité. D'accord ? En fait, la notion de capacité, couplée avec la notion de sobriété, rappelle que nous ne sommes pas tous égaux face à la sobriété qui est exigée par nos gouvernements. Il y a une partie de la population qui va trouver ça tout à fait normal, acceptable et peu problématique. Il y a une autre partie de la population qui vont le vivre comme une punition écologique. Bon. Donc pour y arriver, il ne faut absolument pas minimiser les inégalités sociales. En fait, ce que j'essaye de rappeler ici, c'est qu'il y a la question géopolitique,
il y a la question environnementale, il y a aussi la dimension sociale. D'ailleurs, c'est le triptyque du développement durable, ces 3 fameuses notions, qui doit être pris en compte. J'en profite aussi pour signaler qu'on a mis un peu de côté les impacts humains, mais on ne les néglige pas totalement. Je donnerai juste un seul chiffre, une tendance entre le début du XXe siècle et la fin du XXe siècle. Si vous regardez les victimes de guerre, au début du XXe siècle, c'était 90% de militaires. Si vous regardez à la fin du XXe siècle, c'est 80% de victimes de guerre qui sont des civils. Thomas, je vous ai demandé quel était votre sentiment au début de la conclusion. Je vois que par l'imbrication des différentes dimensions économiques, écologiques, géopolitiques, sociales, humaines, vous êtes plutôt pessimiste. Olivier, je suis plutôt pessimiste, mais pas catastrophiste. On va rappeler quelques points qu'on rappelle d'ailleurs souvent dans nos podcasts, dans nos échanges. Premier point, ne pas surestimer l'effet positif d'une technologie et les avancées technologiques. D'autant qu'on l'a rappelé souvent aussi, la tech s'accompagne souvent d'un effet rebond. Bon. Deuxième point, ne pas sous-estimer l'impact environnemental des énergies renouvelables. Je pense au taux d'extraction du cobalt, du zinc, du cuivre, qui devrait être multiplié par 44 selon l'Agence internationale de l'énergie, si on veut réussir à satisfaire nos besoins. 44, c'est une multiplication énorme, alors que l'extraction est déjà vraiment sous pression. Troisième point, ne pas sous-estimer aussi la limite du potentiel des énergies renouvelables. Alors, je vais insister simplement sur un type ou deux d'énergie, mais grosso modo, on a du mal à stocker, on ne peut pas stocker l'énergie. Et le problème du renouvelable, c'est que ce n'est pas une énergie du besoin, c'est une énergie qui dépend des conditions météorologiques. Il y a eu des avancées, des réflexions, notamment sur le développement des batteries, qui nous servirait de tampon, donc absorber l'énergie quand le renouvelable le crée et le diffuser au moment où on en a besoin. Le problème, c'est que ça crée un cercle vicieux puisque l'extraction des matières premières dont je viens de parler pour produire ces batteries est néfaste pour l'environnement et ça nous rend aussi dépendants pour l'extraction, mais aussi pour la production des batteries vis-à-vis de la Chine. Quatrième point, Olivier, être conscient de l'urgence de l'objectif, mais de la lenteur dans la mise en place. Je vais rappeler simplement un chiffre. On va prendre le sommet de la Terre à Rio en 1992. 87% des matières premières étaient des énergies fossiles pour satisfaire notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, c'est 84%. Donc il y a une vraie lenteur. Et un dernier point, un peu plus personnel, mais arrêter la mystification autour de la mondialisation. On nous a vendu pendant longtemps un processus qu'on appelle la mondialisation qui aurait été pacificateur. Et on se rend compte que les vertus de la mondialisation s'accompagnent pas simplement de plus d'échanges, mais aussi de plus de tensions. Merci Thomas. Vous étiez lancé un défi, c'était d'aborder cette question de l'écologie de la guerre, qui est un domaine de recherche assez pionnier. Vous avez réussi à m'embarquer. Pour celles ou ceux qui nous suivent et qui souhaiteraient approfondir ce point grâce à l'analyse d'une période historique, d'un conflit en particulier, je les invite à nous contacter et à nous proposer leur sujet. Et vous le traiterez. Avec grand plaisir, Olivier. Ce podcast vous a été proposé par l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et l'IFG Executive Education.